nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Comme vous ne l'avez jamais entendu, alors c'est une belle promesse, on verra si elle se concrétise dans la réalité, tout va dépendre de notre invité, Jacques-Antoine Granjon, fondateur, dirigeant de venteprivée.com, devenu VP. J'ai le plaisir de retrouver mon compère Olivier Mathieu pour ce premier 40 nuances de Next en physique, en présentiel, donc on le voit, on peut presque le toucher. Jacques-Antoine Granjon, déjà Olivier, bonjour à toi. Salut Thomas, ravi de te retrouver une fois de plus dans ce 40 nuances de Next dédié aux champions du Next 40 et ravi Jacques-Antoine de te recevoir également, donc bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Thomas, ravi que vous soyez à la Plaine Saint-Denis chez VP cet après-midi. Alors on te pose avant de faire ta présentation, la première question c'est, va-t-on avoir une interview de Jacques-Antoine Granjon comme on ne l'a jamais entendu, hein, c'était la promesse du jingle. Ça va dépendre des questions. Oui, ça c'est la bonne réponse. Effectivement, tu sais qu'aucune question n'est embarrassante, seules les réponses le sont. C'est le moment aussi quand même de rappeler l'ensemble de la galaxie de nos partenaires qui rend possible ce podcast. Donc je rappelle qu'on travaille avec Madines, avec également le journal La Tribune, qu'on entendra et qui te poseront des questions au long de ton émission. On a également France Digital, la French Tech dans les partenaires écosystèmes et également la banque Neuflize BC qui interviendra également dans ce podcast. Eh bien, on lance effectivement les hostilités. Olivier, je crois que tu nous as prévu une petite fiche technique, pratique, mémotechnique et en chiffres et en mots pour Jacques-Antoine Granjon. Avec toi, Thomas, j'apprends ce métier de journaliste et d'animateur radio. Donc, Jacques-Antoine Granjon, on aimerait dire qu'on ne le présente plus, mais on aime bien quand même le présenter. Chacun à sa manière et on lui laissera beaucoup la parole. En tout cas, je rappelle que originellement, Vente Privée, devenu VP, donc a été créé en 2001. Mais Jacques-Antoine se présente plus comme un soldeur que comme un e-commerçant. Donc tu pourras nous expliquer pourquoi et comment, sachant que tu étais dans les affaires avant cette date de 2001. Je crois que c'était avec 7 associés au départ. Quelques dates que j'ai retenues, mais tu pourras en rajouter ou en enlever. En 2007, le fonds Summit Partner est entré au capital. En 2014, je crois qu'il y a aussi eu le fonds du Qatar qui est entré. Alors le 1er janvier 2019, c'est très important. Vente Privée devient VP. C'était évidemment forcément la question de la marque qui est aussi très importante quand il s'agit de vendre des produits aussi au grand public, bien entendu. En 2019, on parle de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si c'est en gros l'ordre de grandeur que tu confirmeras, dont 50% à l'international. Alors je lis parfois 11 pays ou 13 pays. Je crois que finalement vous êtes retiré de l'Angleterre. Important aussi de rappeler qu'il y a eu le rachat important de Privalia en Espagne il y a quelques années. Le voyage qui est mis à mal aujourd'hui du fait de cette crise terrible, mais qui a représenté 330 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois, l'an dernier. Donc, c'est une grosse question. Il y a également une diversification dans la billetterie, qui a été un des gros succès de vente privée. Je crois qu'on compte 6000 collaborateurs, 120 millions de produits vendus, et évidemment une société toujours indépendante, ce qui est remarquable. Voilà l'introduction de VP avec mes mots à moi. Alors, il a hoché la tête sur tous les chiffres, sauf un, Jacques-Antoine. Lequel ? Celui des 4 milliards. Oui, je crois que c'est 3 milliards, c'est pas 4 milliards, hein, c'est 3 milliards. Ah, écoute, où vous avez mis les... J'ai lu 3 milliards et quelques, et du coup j'ai voulu arrondir au-dessus, parce que j'aime bien... C'est bien d'arrondir, on va essayer d'arrondir à 4, mais le sujet de la croissance, dans justement le métier dont tu parles de soldeur, il dépend essentiellement des volumes de stock. Donc ce n'est pas aussi linéaire qu'une croissance dans le pur e-commerce dans lequel on peut aller capter des offres différentes et les vendre au plus grand nombre. C'est un autre métier. Et bien justement, on va rentrer dans le métier juste après ce jingle. Beach, oh mon beach. Beach, oh mon beach. Alors tout le monde connaît Vente Privée, tout le monde connaît VP. La grande question, c'est est-ce que tu pitchais de la même manière en 2001 que tu le pitches aujourd'hui ? J'espère. Je crois que je passe mon temps à le pitcher auprès de tous les collaborateurs pour qu'ils comprennent bien le modèle qui est bien particulier. Notre modèle, c'est un modèle de soldeur digital. C'est un métier que j'exerçais avec mes associés depuis 1985. Donc ça fait 35 ans que je fais le même métier. Et la chance, qui n'est pas arrivée en quelques secondes, hein, ça a été 2-3 ans de réflexion entre 1997, 98 et 2001, le démarrage de VP. Et puis
vente privée. Et puis 2004, l'arrivée de la DSL avec la grosse croissance où on est passé quasiment de 1 ou 2 millions de chiffre d'affaires qu'on faisait avant dans le digital à 1 milliard en 5 ans. C'est totalement lié à le fait d'avoir inventé un service digital qui permet aux marques de mieux valoriser leur stock, de les vendre plus vite, de les vendre avec du contrôle, c'est-à-dire le temps qu'elles veulent. Une vente peut durer une journée, elle pourrait même durer quelques heures si on voulait, ou plusieurs jours, à une base de membres extrêmement qualifiée. Les marques avaient déjà essayé de vendre leur stock en ligne, pas toujours avec un grand succès. Qu'est-ce qui fait que vous avez rendu sexy ce qui pourrait ne pas paraître sexy, à savoir le déstockage ? Le déstockage dans les marques et surtout dans le textile, puisqu'à la base c'était le fondement de notre métier, c'était lié à la mode et aux saisons, etc. Donc les marques ont chaque année des invendus. Le déstockage est vraiment le bout de la chaîne industrielle. C'est quand les produits n'ont plus de vie et ils étaient dans les entrepôts et ils attendent d'avoir une destination finale. Dans les années 60-70, les stocks étaient vendus par les gardiens des entrepôts. Dans les années 2020, ils sont vendus en général sous la décision du PDG de la marque parce que ça touche très très fort à l'image. Donc ce qui a été notre force, c'est d'inventer un modèle dans lequel les produits ne sont plus dans les bacs, mais grâce à tous les outils digitaux, on leur redonne vie sur des mannequins réels ou virtuels, on leur redonne vie, on leur redonne une puissance créative, on redonne de la désirabilité à ce produit qui est en fin de vie, grâce au prix, grâce à la mise en scène, et grâce à un modèle dans lequel l'offre est inférieure à la demande, donc qui génère un trafic important de gens qui sont curieux et qui se disent tiens, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le site. Et cette après, notion d'événementiel a fait aussi la différence ? C'est fondamental, cette notion d'événementiel. Pourquoi ? Parce que le Graal de l'Internet, c'est le trafic. C'est ce qui fait que vous avez du monde qui vient tous les jours. Alors, soit vous avez un trafic que vous faites venir parce que vous payez, donc vous investissez, Google, Facebook, et vous connaissez tout ça, très très bien. Soit vous n'avez pas d'argent, comme nous au début, et on n'a jamais levé d'argent. VP est une boîte qui n'a jamais levé 1 euro. On a emprunté de l'argent en 2014 pour faire des acquisitions fortes. On a emprunté 480 millions d'euros pour acheter Privalia en Espagne, mais on n'a jamais levé d'argent. Donc, moi, comme quand on a démarré VP, c'était notre argent et qu'on avait notre affaire de gros à côté, et que le Graal, c'était le trafic, mais on ne savait même pas ce que ça voulait dire, ni Graal, ni trafic d'ailleurs. Ça veut dire que comment on s'est dit, on va faire venir des gens tous les jours. Mais c'est très simple. Vous faites venir tous les gens tous les jours quand il se passe quelque chose. Donc, de créer tous les jours. Alors, au début, c'était pas tous les jours. On faisait une vente par semaine. Puis après, on a fait une vente tous les 3 jours. Après, on a fait une vente tous les jours. Après, on a fait 5 ventes par jour. Un jour, j'ai même eu un consultant qui m'a dit, au bout de 10 ventes par jour, tu vas épuiser tout le monde. Ça marchera pas. Alors, parfois, de temps en temps, on a 200 bandeaux. Alors, c'est peut-être trop, parce qu'on a un site de scroll. On a 200 bandeaux sur le site le dimanche soir. Enfin, le dimanche soir, c'est le meilleur soir de l'année. Les gens sont peut-être de la semaine d'ailleurs. Mais on a quand même 200 bandeaux. C'est beaucoup. Faut scroller. Et les gens vont en bas. Et en fait, oui, les gens vont là où c'est bon. C'est marrant, ça c'est la vie. Si vous avez des bons bandeaux en bas, les gens y vont. Alors c'est sûr que tout le monde veut être en haut, mais en fait, si vous avez une belle offre, en bas, les gens la trouvent. Les bonnes offres trouvent toujours leur chemin. Et donc, la force de VP, c'est comme un journal. C'est-à-dire un journal tous les jours. Si vous voulez faire de l'audience, il faut des bons articles, des bons journalistes. Et puis quand il y a un scoop, c'est encore mieux. D'accord ? Chez VP, la difficulté de notre métier, c'est qu'il faut faire des scoops tous les jours. Et donc les scoops chez nous, c'est quoi ? C'est les bonnes offres. Donc les bonnes offres, c'est quoi ? C'est des marques bien négociées, avec avec des produits bien mis en scène, avec une décote importante pour le membre, un effet waouh. Et si vous avez fait là où, vous avez des gens qui vont revenir et qui disent bien, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? C'est ça le modèle. Donc nous sommes, j'ai toujours dit, ils n'aiment pas que je le dise, Google Free. Il y a eu une période où nous avons commencé à investir dans les réseaux sociaux pour créer une forme de croissance B2C. Et puis, en fait, vous allez comprendre sur un petit exemple. Quand on fait une vente et qu'on a 100 000 produits d'une marque connue, et qu'on fait venir 1,5 million de personnes en 4 jours pour voir cette marque, vous avez bien compris que le sujet, c'est pas le trafic, le sujet, c'est d'avoir les bons produits. Donc d'avoir un peu plus que ces 100 000 produits, d'en avoir 120 000, 130 000, pour pouvoir satisfaire cette masse de vente. Quand vous avez compris ça, vous avez compris le métier. Visibilité.
Pardon ? Et au-delà de la vente, la visibilité. En plus, ça donne une visibilité, bien évidemment, pour la marque. Cette visibilité, on y travaille. C'est pour ça que la créativité est très importante chez VP, parce que ça va comme leur faire une campagne de publicité additionnelle. Ça va générer du trafic dans leur propre site, du trafic dans leur magasin. On va leur donner des datas RGPD compliant, etc., etc. C'est ça le modèle de VP. En tout cas, ce que je peux... Et je peux vous dire qu'on on s'est pas dit, tiens, on va faire ça, ça va être génial. Ça, on l'a vu avec le temps, parce qu'au début, il y avait 1000 personnes qui venaient par jour. Enfin, au début, il y en avait une. Après 10, après 50, après 1000. Et après, on s'est aperçu que plus on créait d'événements qualitatifs, plus elles venaient. Et là, après, on s'est dit, on a inventé un truc, mais on s'est pas dit, oh, on va faire comme ça. Non, c'est venu en marchant. Moi, je peux apporter un témoignage, Jacques-Antoine. Là, tu nous auras bien raconté pourquoi ça marchait, y compris d'une manière, peut-être parfois on le post-rationalisant, comme tu dis, tu l'expliques a posteriori, parce que parfois on invente des choses sans avoir conscience qu'on les invente. C'est aussi ce qu'on appelle parfois la sérendipité, tu sais, dans les métiers de l'innovation. Et nous, on était des observateurs aussi béats d'admiration, puisqu'à peu près à la même époque, on lançait Price Minister. Ouais. Donc on était sur des nouveaux comportements. Alors nous c'était l'invention, c'était de permettre de revendre en scannant son code barre, etc. Donc c'était des nouveaux comportements qui étaient par rapport au e-commerce, qui était un peu mainstream, celui d'Amazon en quelque sorte, aux États-Unis. Et Vente Privée a inventé cet aspect événementiel. Je me rappelle déjà qu'une partie de la communication qui se faisait par le bouche à oreille, c'était de dire je me lève à 6h du matin pour être parmi les premiers dès 8h du matin à l'ouverture des ventes, etc. Comme avant l'ouverture du rideau de fer devant le magasin. Alors, oui, pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'intéresserait justement, c'est que tu nous redises, parce que tu nous as fait le plaisir de nous faire visiter un petit peu les locaux ici. Et j'ai appris, je ne le savais pas, que tu étais présent à cet endroit, à la Plaine Saint-Denis, là où nous sommes en train d'enregistrer ton podcast, avant le lancement de Vente Privée. Donc ça veut dire que j'aimerais bien, si ça te va, Thomas, qu'on se replonge un petit peu dans ce cœur de métier pour bien comprendre pourquoi Jacques-Antoine nous dit toujours je ne fais pas du e-commerce. Alors, certes, le e-commerce dépendant de Google, de l'achat de trafic, etc., c'est une façon de parler du e-commerce, mais il y a aussi les racines, je pense, de là d'où tu viens et comment tu as commencé. Et c'est un peu la petite histoire, mais on aime bien ce côté, toute grande entreprise a été petite un jour. Et donc, qu'est-ce que tu étais quand tu étais petit ? D'accord. Alors, je vais répondre d'abord à un point que tu as soulevé sur l'horaire. 7h du matin et 9h le week-end. Au début, c'était 9h en semaine, au tout début, 2000, je sais plus si c'était en 2002 ou en 2004 qu'on ouvrait à 9h, mais on faisait sauter les serveurs. Parce que à 9h, il y avait les gens étaient au bureau et il n'y avait pas de portable à l'époque, et les gens se connectaient du bureau. Et donc, on s'est dit quelle est la bonne heure pour démarrer sans faire sauter les serveurs, c'est-à-dire avec un flux de gens qui vont venir pas trop vite. Et on s'est dit c'est 7h, parce que 6h ça aurait été mieux, mais les techs c'était un petit peu trop tôt pour les faire lever, pour qu'ils soient prêts pour monitorer les ventes à cette heure-là. Donc, on a trouvé l'heure de 7h et on a quand même fait sauter le site pendant des années et parfois il saute encore. Mais c'est comme ça qu'on a fait. C'est le Graal, ça, quand on fait sauter le site. Non, c'est très stressant. C'est très stressant. L'autre jour, il a bugué un dimanche matin. C'était 20 000 requêtes secondes et on a mis 45 minutes pour le mettre en place. C'est très stressant quand il y a des grosses ventes un dimanche matin à 9h. En plus, avec le confinement et bien sûr le travail en remote de beaucoup de gens. C'est plus compliqué de coordonner les équipes. Les habitudes de flux se sont déportées. Avant, c'était vraiment entre 7 et 8, c'était très puissant quand on avait des très belles offres. Et là, maintenant, on s'aperçoit que c'est plutôt entre 8 et 10 que les gens se connectent. Parce qu'ils restent chez eux, donc ils sont effectivement, il n'y a plus le temps de transport. Ouais. Et on a créé d'ailleurs un deuxième événement qui est le 19h. On ouvre aussi des ventes à 19h. Alors après tout ça, avec l'arrivée du portable, c'est plus un journal, c'est une radio maintenant. C'est du flux contenu. Il y a des ventes, il y a des moods, c'est-à-dire des ventes de clearance qui ouvrent à midi. Après, oui, c'est vrai, on essaye de rythmer les événements dans la journée pour faire revenir les gens. Parce qu'en fait, ce qui se passait quand c'était sur l'ordinateur, les gens venaient une fois, restaient longtemps et prenaient leur temps. Après arrive le portable, les gens viennent plus souvent mais moins longtemps. Donc si quelqu'un vous appelle au moment où vous faites une commande, vous annulez votre commande parce que finalement vous vous dites bon, j'en ai peut-être pas besoin et je l'annule. Donc il y a tout eu des comportements à analyser et à changer. Alors pour revenir au bâtiment que tu as visité ici, oui, quand on était grossiste, soldeur à République et on a démarré dans 10 mètres carrés avec mon associé Julien et puis après avec tous nos autres associés qui nous ont rejoints, un jour on s'est dit les camions peuvent plus venir à République et on est parti à la Plaine Saint-Denis. On s'est installé à la Plaine Saint-Denis. J'ai pris la décision un dimanche soir
j'ai appelé mon Claude Sorbach, qui était mon associé qui s'occupait des ventes, et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe si jamais on quitte le centre de Paris où viennent tous nos clients tous les jours. Et il m'a répondu d'une façon extrêmement vraiment de bon sens. Il m'a dit tant que tu as les bonnes offres et que tu as les bons produits, les clients ils te suivront partout. Quand vous avez compris ça, vous avez compris le commerce. Hein. Donc, à ce moment-là, on est venu à la Plaine Saint-Denis et on était là où il y a maintenant Aubervilliers, etc. Et on était quasiment les premiers. Après, tous les soldeurs sont venus et nous, on est remonté le long de l'avenue du Président Wilson. Et puis un jour, j'ai dit, est-ce que notre métier va durer des années ? Je ne suis pas sûr. Il faut que j'achète un bâtiment. Et j'ai acheté ce bâtiment dans lequel on est maintenant, qui sont les anciennes imprimeries du Monde, qui était une friche industrielle, que j'ai payé 5 millions de francs à l'époque. Les banquiers m'ont remercié de l'acheter. Il y avait les gens... ils ne savaient plus comment s'en débarrasser. Et on y est toujours, je l'ai rénové. Vous ne l'avez pas acheté avec les œuvres qu'on y trouve ? Non. Et en fait, j'y ai fait des travaux et cette pièce, elle n'a pas changé. Elle est comme ça depuis 1998. Et là, on était bien avant le digital. Et c'est vrai que le fait d'être des soldeurs et de se mettre dans un bâtiment de grande qualité, dans lequel il y a des œuvres d'art, dans lequel il y a une façon de vivre variable, et on avait nos entrepôts derrière, etc., a fait que cette année dans laquelle on faisait à peu près 100 millions de francs à l'époque, hein. Pour ceux qui connaissent les francs, il n'y en a pas beaucoup, mais on va dire que c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une boîte de gros. C'était pas mal à l'époque, hein, quand on faisait 100 millions de francs. Aujourd'hui, ça fait tout petit. Mais c'est pas mal quand même, ceux qui le font. Ceux qui le font, c'est quand même vachement bien. Et de venir dans ce bâtiment, on a doublé notre taille. Pourquoi ? Parce que c'est hyper rassurant, parce que les patrons de marque venaient, parce qu'on a pu faire venir des gens ailleurs que dans notre magasin de gros rue Pierre-Chausson, dans le 10e. Donc ce bâtiment était exactement. Ce bâtiment était extrêmement important. Et quand on a démarré VP, c'est-à-dire la réflexion, plus après le démarrage de la société jusqu'à début 2004, où il n'y avait que 2 ou 3 salariés chez Vente Privée, hein, sur le digital, donc les balbutiements du début, on a pu continuer notre affaire de gros et dédier quelques mètres carrés à cette start-up in-house qu'on était en train de développer. Et puis ensuite, quand ça a commencé on a senti à fin 2003, avec l'arrivée de la DSL, je ne sais même pas ce que ça voulait dire la DSL, mais brusquement le quick internet, et donc les gens se connectent pas seulement parce qu'ils sont connectés avec des modems rapides au bureau, qui bossent dans la finance ou la bourse, parce que c'était ça le premier client au début. Hein. C'était mes potes qui étaient dans la finance et qui s'embêtaient devant leurs écrans et qui achetaient des Ray-Ban sur VP. C'était ça. Hein. Ils adoraient d'ailleurs, ils étaient devenus addicts très vite. Mais quand on s'est rendu compte que, après une vente de lingerie très connue, qui a failli sonner le glas de VP parce qu'on avait tellement vendu de stock que la marque avait mal compté ses stocks et qu'on avait failli pas pouvoir livrer nos clients, quand on s'est rendu compte que finalement l'ADSL faisait que l'ordinateur allait se retrouver au milieu du salon, parce que là on est en 2004 à 2012, c'est l'année où l'ordinateur se retrouve au milieu du salon chez les gens, d'accord ? L'ordinateur est central. Après, à partir de 2010-2012, le portable devient l'instrument de communication et l'ordinateur va quitter le salon. Je ne sais pas si je suis exact dans les dates, mais en tout cas, grosso modo, c'est ça. Ni dans l'emplacement précis du salon. Hein. Tout le monde se projette avec son ordinateur. Et donc, ça veut dire que ce bâtiment, dans ces années de croissance incroyables qui ont été de 2004 à d'abord 2010, première étape, a été clé. Parce qu'il est devenu, en fait, il nous a permis de nous concentrer pour vivre la croissance sans avoir besoin d'aller chercher des mètres carrés à l'extérieur, en étant tous regroupés, en ayant d'abord une logistique in-house, tous les entrepôts qui étaient des entrepôts purement manuels, on les a transformés en entrepôts mécanisés, et puis après c'est devenu très vite trop petit, on s'est installé au Blanc-Ménil le long de l'autoroute, et puis après à Lyon, et en fait ce bâtiment, on l'a transformé, on a construit un immeuble, et après on s'est étendu sur la plaine, mais il a été un des fondements du succès de VP, qu'on puisse faire ça tous ensemble et d'utiliser, je crois qu'il y a ici, il y a presque 20 000 mètres carrés, d'utiliser de 1 mètre carré jusqu'à 20 000 mètres carrés pour la croissance de VP. C'est votre bâtiment totem. Et j'aime bien aussi l'idée que le bâtiment entraîne l'ambition quand on...
c'est souvent les quelques grands entrepreneurs disent ça, c'est qu'il ne faut pas hésiter à finalement voir plus grand. Et très souvent, ça va dans le sens de l'indépendance que tu revendiques aussi ou que tu recommandes aux jeunes entrepreneurs. Souvent, tes investisseurs, ils te disent il faut acheter juste les mètres carrés qu'il faut, pas dépenser trop d'argent. Et c'est vrai que les types ambitieux, je l'ai souvent vu, ont des mètres carrés en trop parce qu'ils ont confiance. Enfin, c'est une sorte de confiance dans l'avenir, c'est statutaire. Il va falloir accueillir des équipes en plus parce qu'on va grossir. Oui, alors là, mais ok. bon. Oui, mais il faut faire attention parfois. parce que moi, par exemple, dans l'aventure américaine où on s'est complètement planté, on est allé s'installer à New York dans les bureaux trop grands. Donc, je crois qu'on continue de payer les loyers, même si on a maintenant un sous-locataire. Mais enfin, je crois que pendant encore 1 ou 2 ans, alors qu'on a quitté New York en 2015 ou 2014, je crois qu'on continue de payer les loyers. Donc attention quand même, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, oui, l'espace donne de l'ambition, mais l'espace coûte cher. Enfin, moins cher certainement maintenant, puisque les bureaux sont vides. Alors justement, bonne transition. Aujourd'hui, on parle de VP comme une réussite, et c'en est une. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plantage. Comme Olivier l'a dit, les grandes boîtes ont commencé petites et les réussites sont passées par quelques échecs. Allez, si on rebalaye tout ton parcours d'entrepreneur / peut-être investisseur, tu as parlé des États-Unis, donc on va peut-être le mettre de côté, sauf si tu veux préciser 2-3 choses. Tes 3 plus gros plantages, Jacques-Antoine? Mais je pense qu'une entreprise, c'est une succession de plantages. Et pas que des serveurs. C'est une succession de plantages sur lesquels on apprend et enfin après il y a sûrement plein d'entrepreneurs qui avancent et qui ont bien évidemment, vous le savez, je suis Marseillais, je caricature, j'ai les mots un petit peu parfois excessifs par rapport à la réalité. Ils souffrent en ce moment, enfin en foot. Mais je crois qu'en fait, si je regarde en arrière, alors bien sûr, VP est une belle réussite et c'est un site fort, c'est vraiment un service aux marques. On vend 125 millions de pièces pour les marques. On est dans le voyage. On devait faire, s'il n'y avait pas eu le Covid, on était parti, on avait fait 350 millions d'euros l'année dernière dans le voyage. On était parti pour faire plus de 400 millions d'euros cette année. C'est un site qui a créé de la désirabilité, qui a de la créativité. Aujourd'hui, si vous allez sur le site, il y a une poule qui fait du kite en page d'entrée. On peut se permettre beaucoup de choses chez VP. On travaille avec 7000 marques, c'est 6000 personnes. Donc il y a un vrai succès. Ça a toujours été profitable. Ça a des dettes parce qu'on s'est endetté pour acheter des gens qui nous avaient copiés à l'étranger et qu'on intègre. On a eu du mal à les intégrer, mais qu'on est en train d'intégrer, etc. Et en fait, si je regarde ma vie en arrière, je ne regarde que les choses que j'ai complètement ratées dans la boîte, qui nous ont fait perdre du temps, qui nous ont fait coûter beaucoup d'argent, etc. Mais qui font partie de l'expérience de l'entreprise et de mon expérience aujourd'hui à 58 ans, parce que je suis la génération du digital des plus âgés, parce que j'ai démarré tard. Alors, mais, en fait, moi, je serais bien rentré dans... Ouais, non, mais je veux regarder tous les deux. Je peux te trouver des exemples. Non, mais je vais te parler cash. Par exemple, je suis un garçon dans l'oralité. Quand on est soldeur, tout se passe on tape dans la main, dans un deal. Et c'est la parole qui compte. Donc, VP s'est construit dans l'oralité. Parce qu'on est des soldeurs. Et la parole, c'est ce qui est le plus important. Donc, ça veut dire que quand vous avez une boîte qui grossit, qui se trouve avec 6000 personnes, où il y a des process à mettre en place, cette oralité, c'est quelque chose qu'il aurait fallu comprendre avant pour justement que ça devienne des choses un peu plus figées dans le marbre. Donc, quand tu as posé la question tout à l'heure, est-ce que je pitchais pareil? Oui, parce que finalement, on n'a pas assez écrit les règles et ce qu'était. On est en train de le faire d'ailleurs. Enfin, au bout de 20 ans, il serait temps. Mais on est en train de poser les choses. Voilà, l'oralité. Est-ce que c'est un plantage? Oui, parce que je pense que c'est à la fois une force d'être dans cette oralité, et c'est aussi ce qui a fait que des mastodontes aux États-Unis ont eu beaucoup plus de rigueur pour générer des croissances que même nous on n'avait pas imaginées. Parce que moi, si tu m'avais dit en 2005 tu feras 500 millions un jour, j'aurais dit je signe où, c'est super, ça me suffit, je suis content. Et puis après tu te retrouves avec une boîte qui fait 3 milliards, tu as 6000 personnes, dans l'oralité ça devient dur. Donc voilà, ça c'est pour moi à la fois un atout et une forme de limite ou de ralentissement.
Autre exemple, moi j'ai toujours recruté dans ma vie des gens qui, franchement, pour faire venir des gens, pour être commercial chez un soldeur à la République, faut aller plutôt trouver ce que mon associé appelle les papas de cassé, quoi. Des gens qui ont plus de job, des femmes que les maris ont quittées, qui cherchent à avoir un truc. Et c'est comme ça qu'on a nous, dans les années 80, on recrutait. On allait recruter des gens qui avaient du talent, mais qui n'avaient pas spécialement de diplôme, qui étaient des papas de cassé. Et après, ça veut dire que quand on a grossi en plus après chez VP, qu'on a eu besoin de recruter beaucoup de monde. D'abord, moi, je savais pas ce que c'était qu'un cabinet de chasseurs de tête. Je trouvais ça tellement cher que rien que de leur parler, j'ai l'impression qu'ils allaient me demander un chèque tout de suite. J'avais pas envie d'investir là-dedans, etc. Donc, comment on a recruté pour faire venir à la Plaine Saint-Denis, chez un soldeur digital, au début du e-commerce, après la crise de 2000, les gens, en fait, on essayait de faire qu'ils viennent, quoi. Donc on choisissait pas. On disait merci de venir. Et en fait, moi, on a monté VP en disant merci d'être là. C'est sympa de venir bosser chez nous. Et en même temps, c'est peut-être quelque chose à garder. Évidemment, mais ça a ses limites aussi. Quand on a racheté Privalia, par exemple, les fondateurs de Privalia, qui ont copié totalement le modèle de VP, qui bossaient chez Bain. Ils l'ont fait totalement différent. Les mecs, ils ont pris des chasseurs de tête, ils ont défini les postes qu'il fallait, ils sont allés chercher des gens de grande qualité. Et d'ailleurs, le plus bel actif dans l'achat Privalia, au-delà des membres et du savoir-faire en Espagne et en Italie, c'est surtout les gens qu'ils avaient choisis. Donc voilà. Donc pourquoi je te dis ça ? Je te dis ça parce que ma capacité à embaucher n'est pas ce que je fais le mieux. Alors j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai payé cher mes erreurs, et j'ai appris. Et aujourd'hui, je crois qu'enfin, après 20 ans de VP, je suis entouré d'une équipe de grande qualité. C'est pas toujours moi qui les ai embauchés, mais en tout cas que j'ai allé rapprocher de moi chez. Est-ce que j'aurais une question qui concerne finalement l'évolution de ton rôle, parce que tu es quelqu'un maintenant de vraiment d'identifié, de connu, d'emblématique, voire d'iconique dans le secteur à la fois de l'entrepreneuriat, de la mode, du digital. Bon, est-ce que tu as créé persiste et existe. Enfin, en même temps, c'est très lié à toi aussi. On sent comme tu vis et que tu incarnes aussi ta marque. Et du coup, est-ce que tu dirais, comment est-ce que ton rôle a évolué aujourd'hui pour que tu puisses justement laisser de la place peut-être à du alors parfois on parle de middle management quand on veut être un peu technique, mais enfin globalement à des équipes, etc. Comment ton rôle a évolué entre le tout début et est-ce que aujourd'hui tu sélectionnes ce que tu sais bien faire et ce que tu sais pas faire, ou ce que tu n'aimes pas faire aussi peut-être, en fonction de quels critères ? Et c'est une question vaste. Hein. Oui. Donc je vais essayer de répondre synthétique, même si je parle beaucoup, je vais essayer d'être synthétique. Quand tu pendant 15 ans de ta vie, tu es soldeur avec 100 personnes, tu gères des commerciaux, tu gères des personnes à la logistique pour trier les stocks et pour les vendre à tes clients, tu connais bien ta boîte et tu fais un peu tout. Après arrive l'aventure VP et là, il a fallu quand même tout inventer. J'ai un de mes amis, Jacques Magère, un jour je lui dis mais comment je fais ? On était en 2006-2007, comment je fais pour ça ? Qui je vais voir ? Il m'a dit écoute, t'es dans la jungle, t'as une machette, tu fais ton chemin et si tu te trompes, tu vas en arrière et tu refais un autre chemin. C'est comme ça qu'on a avancé. Pas par pas, en apprenant, en faisant des erreurs, en se construisant comme ça. Après, j'ai des associés qui ont des rôles très importants au commerce, à la production, que ce soit Julien, avec qui je suis associé depuis 35 ans, avec qui on a fondé notre affaire de solde, des associés qui nous ont rejoints, que ce soit Xavier, qui s'est occupé de tout ce qui est extra-textile, que ce soit Éléonore, qui s'est occupé de gros sujets, de grosses marques au commercial et qui s'occupe aussi de la prod chez VP, que ce soit Mickaël, qui était un commerçant exceptionnel. Donc voilà. Ensuite, comment ça s'est fait ? On était des associés, on vivait ensemble comme ça. À un moment donné, la boîte grossit. J'ai dit ça va devenir une boîte de managers. Donc il y a des associés qui sont dans la boîte
Évidemment, il y avait Ilan qui était sur la partie tech, etc. Mais soit vous êtes un manager et vous avez des responsabilités, vous en rendez compte à un moment donné à votre DG ou à quelqu'un au-dessus de vous, soit bon, vous êtes des électrons libres, on va vous trouver, il y a tellement de choses à faire, mais vous êtes des électrons libres, vous n'êtes plus dans l'équipe de management. Donc déjà, ça a été la première transformation. Moi, j'ai pris le rôle de diriger la boîte. Alors justement, je pousse la question d'Olivier. À quoi ressemble ton rôle aujourd'hui? Alors, oui, mais c'est important. Tout le cheminement. C'était le cheminement qui est intéressant. Et donc, en tout cas, l'évolution. Donc, moi, à un moment donné, j'ai dit, je vais diriger cette boîte et je l'ai créée, je vais la diriger. Et donc, on a grossi dans cette boîte. Et puis un jour, j'en ai eu un déjeuner avec Xavier Niel et Marc Simoncini. J'arrive au restaurant et je leur dis, j'ai plus de vie, quoi. Avant, j'avais une vie, je partais plonger, je prenais un avion dès que je voulais pour aller quelque part. Et là, maintenant, j'ai une grosse boîte, mais j'ai plus de vie. Et ils m'ont dit, prends un DG. Et là, j'ai pris un DG, sans le chasser, le hasard de la vie, j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis trompé dans le casting, c'est pas grave. C'était un mec, c'est totalement de ma faute. C'est moi qui ai choisi. Lui, il est pour rien. Il n'avait pas les compétences pour... Il avait plein de qualités, mais pas les compétences pour faire ce que j'attendais de lui. Totalement de ma faute. Et donc, je ne pouvais pas être en retrait, c'était trop tôt. Je pensais qu'il allait me régler des problèmes de process, des problèmes de gérer les choses, etc. C'est pas fait. Et après, j'ai repris en main la boîte à un moment donné et je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin d'un DG. Et là, j'ai déjeuné avec Jean-Charles Decaux. Il m'a dit, Jacques-Antoine, si tu veux un bon DG, tu dois prendre du recul. Ok. Parce que si tu ne prends pas de recul, tu n'auras jamais un bon DG qui va venir travailler à tes côtés. Est-ce que c'est une question de place à prendre? C'est plus que ça? C'est une question c'est-à-dire que... Et finalement, c'est la réponse à votre question et c'est la réponse que tous les entrepreneurs doivent se poser. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu embauches quelqu'un, tu dois faire en sorte de lui donner des responsabilités. Et si tu es sur son dos toute la journée, il ne peut pas exercer avec toutes ses qualités le mieux possible et son job. Donc ça veut dire il faut être extrêmement vigilant sur ton recrutement, extrêmement vigilant sur ce que tu vas donner à cette personne à faire, et après il faut le laisser libre de vivre l'aventure tout en le manageant, après selon les méthodes de management différentes selon les gens. Et donc moi à un moment donné je me suis dit non je ne suis pas prêt à lâcher prise. Et puis au bout de 2 mois, c'était gros, on était en train de faire des acquisitions européennes, il fallait faire la convergence, et je me suis dit c'est trop gros pour moi, et j'ai pris un DG. Et là aussi, erreur de casting. Sur le moment, c'est pas des erreurs de casting, parce que sur le moment, c'était le bon choix, c'était financier, on était en train de faire les acquisitions, mais après, erreur de casting. C'est la vie, c'est comme ça, et là aussi, c'est entièrement de ma faute. Au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que, il fallait que je sois le DG. Et j'ai mis du temps pour me dire, allez, je reprends ce poste dans l'entreprise parce que on s'est peut-être éloigné un peu de notre modèle, on a perdu les fondamentaux, etc. Je le reprends. Donc maintenant, non mais je suis un peu long. Mais maintenant, dans cette organisation, j'ai compris quelque chose. Waouh, je laisse à mon codir 3 personnes. 3 personnes. Moi, j'ai 3 personnes. Je laisse leur autonomie. On leur dit les choses clairement et elles exercent leurs responsabilités. Donc tu as retrouvé ta vie tout en étant DG. J'ai retrouvé ma vie tout en étant DG. Oui, mais du coup, si tu arriverais à nous dire qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire dans ta journée de Jacques-Antoine Grandjean du matin au soir, il y a des trucs que tu n'as pas envie de faire parce qu'avec toute cette expérience accumulée, on a compris que tu étais plus dans l'oralité, on a compris probablement que tu adores aussi les marques et l'origine de ce qui fait VP. Après, est-ce qu'il y a des trucs pénibles ou tu vois qui sont Écoute, les trucs pénibles, c'est des choses dans lesquelles je comprends pas. C'est quand il y a des sujets de process, des sujets de tech où je suis pas très bon. Pour moi, la tech, ce que je sais, c'est que ça permet de créer des outils. Après, moi, je demande un outil et après, c'est pas à moi de le développer. Je sais pas le faire. Donc moi, finalement, ce que j'aime faire, c'est le rapport avec les marques. C'est le rapport avec la créativité, avec l'agence interne chez VP qui met en place toute la créativité que vous voyez sur le site, etc. Et c'est d'aller sur le terrain. Parce que pour moi, un vrai bol d'air, un vrai bol d'oxygène, c'est d'aller dans les entrepôts. On a quand même 300 000 m² d'entrepôts chez VP. C'est plus de 1500 personnes qui bossent dans les dépôts. D'y passer du temps, surtout pendant le confinement, c'était un moment exceptionnel. Donc voilà.
Tu l'as dit, t'aimes les marques, t'aimes ta marque, je présume. Donc, vente privée est devenue VP en 2019. Beaucoup se sont interrogés pourquoi. Est-ce que c'était lié au procès sur la dénomination du fait que vente privée, mais je crois que vous avez gagné en appel. Donc, c'était plus que ça. Est-ce que c'était pour l'international? Est-ce que c'était pour passer un nouveau positionnement? Enfin, voilà. C'est tout simple. Hein. On avait le meilleur nom et le plus mauvais nom. Vente privée, parce que c'était un nom générique. Donc, meilleur nom, parce que tout le monde comprenait, mais franco-français. En français, oui. Pire nom, parce qu'il était quasiment indéfendable, puisque tout le monde pouvait l'utiliser, c'est un nom générique. En plus, comme on n'avait pas une politique de le défendre fortement sur Google, plein de gens l'ont acheté, ça m'énervait, donc ça a créé des conflits inutiles, tout le monde a payé des avocats, etc. Ça ne servait strictement à rien. La réalité, c'était ça. Donc à un moment donné, on devient internationaux. Ce nom vente privée ne gênait pas parce qu'au début de l'international, on était très très B2B, c'est-à-dire qu'on avait ouvert des sites en Espagne, en Italie, en Allemagne, parce qu'on avait comme des comptoirs dans lesquels on parlait aux marques dans ces pays-là. Avec des noms différents. On parlait sous le nom de vente privée. D'accord. Et donc, c'était pas gênant parce qu'en fait, quand on parlait à une marque italienne très connue, on n'allait pas aller parler sous plusieurs marques différentes. Donc, ça nous gênait pas d'avoir un nom en B2C qui était moins compréhensible, parce que ce qui était important, c'était la cohérence vis-à-vis des marques. Ensuite, on fait des acquisitions et on achète 7 marques en 2 ans. E-Boutique, une marque en Pologne, une marque au Danemark, je ne me souviens même plus des noms, Privalia, Vex, etc. Et là, ça devient compliqué d'aller parler aux marques et parler à nos membres sous des marques différentes. Il faut trouver une seule marque. Est-ce que j'avais envie que ce soit Privalia, qui est un très joli nom, mais qui parle plus au latin? Non, c'était pas ma marque. Est-ce que j'avais envie de garder vente privée? Oui, mais c'est imprononçable par les Allemands, c'est compliqué et c'est pas très international. Et puis à un moment donné, on s'est dit, c'est sorti. C'est ma femme qui a trouvé ce nom-là, parce qu'on avait plein de recherches avec des noms différents, etc. Et puis un jour, VP. C'était pas VP pour les intimes avant? Oui, vous parce disiez que pas nous, VP on entre disait vous? VP, Oui, mais voilà. VP. En fait, j'ai essayé de racheter le VP.com, qui appartient à une société au Texas, qui est dans le, je sais pas quoi, dans la construction, donc on aurait pu nous le vendre, mais non, jamais, parce que normalement l'idéal ça aurait été VP.com, et donc de VP.com s'est transformé en VP.com, et ça se passe très très bien. Puis c'est très joli. Alors par contre, une question autour de la marque, on parle beaucoup de mission, de cœur, d'ADN. Vous avez racheté des boîtes, des acquisitions, vous êtes diversifié aussi dans les offres. Si on projette sur ce qu'est VP et ce que VP a à dire au monde, j'imagine que ça doit se résumer en une phrase. Ou presque. D'abord, c'est un site qui est rose. C'est la vie en rose, c'est un site sur le désir, la désirabilité de l'offre quotidienne, c'est un site qui aime les marques c'est quand même quoi? C'est de l'histoire, de la créativité, c'est le produit, c'est un site, on est quand même avec un outil e-commerce, donc on est dans le détail de la relation one-to-one, donc quand il y a 1000 membres pas contents, on peut dire tiens, statistiquement c'est pas beaucoup, mais si vous réfléchissez, tiens, c'est 1000 personnes, donc voilà, donc ça veut dire c'est tout ça VP, pour moi c'est la vie en rose, c'est comme ça qu'on l'a créé avec cette couleur rose. Moi, en parlant de VP, donc on a parlé un peu de l'international, et avant peut-être il faudra qu'on arrive et qu'on avance aussi pour reparler un peu de la période actuelle, mais avant de parler de ça... On a des questions de nos partenaires. On a aussi des questions de nos partenaires, mais je me reposais, si on a parlé un peu des échecs, des complexités et tout, je me rappelle qu'à une époque, ça s'appelait encore vente privée, et on disait oui, vente privée c'est difficile à l'international, donc il y avait eu cette histoire de Privalia, etc. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ça pouvait aussi t'agacer, on a envie parfois, on pourrait avoir envie, en tout cas tu en avais envie de réussir à l'international. Est-ce qu'on peut revenir sur la résistance du monde anglo-saxon, parce que je comprends que vous êtes retiré de l'Angleterre. Il y a eu ces difficultés avec je crois, le partenaire American Express aussi aux États-Unis, où finalement ça n'a probablement pas été conforme au plan. Tu as parlé notamment des questions de l'immobilier qui étaient encore finalement des coûts aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec le monde anglo-saxon dans le rapport à VP? Est-ce que c'est VP ou est-ce que c'est le modèle économique qui fonctionne moins bien? C'est le modèle. Le monde anglo-saxon, si vous regardez l'Amérique, et l'Angleterre c'est quand même le petit cousin, c'est un pays où il y a énormément d'outlets et c'est un pays où les marques fabriquent énormément pour les outlets.
Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas de marque de luxe en Amérique. Alors faut pas le dire parce que si je le dis, ça plaît pas à certaines marques qui pensent qu'elles sont de luxe, mais il n'y a pas de marque de luxe parce que vous pouvez trouver des produits à des prix extrêmement contrastés selon l'endroit où vous les achetez, un outlet ou une grande avenue ou un centre commercial de luxe. Donc la seule marque de luxe en Amérique, elle s'appelle Tiffany's et c'est LVMH qui vient de l'acheter. Et pourquoi ? Parce qu'ils font pas de solde. Et en fait, si vous vendez beaucoup dans les outlets, vous créez des sous-marques où vous abîmez votre marque. Et l'Europe est un territoire extrêmement créatif au niveau des marques, avec une distribution difficile, une concurrence difficile, et les patrons de marques font extrêmement attention à leur image qui est clé, alors que les Américains, c'est du mass market, et ils préfèrent gagner des millions en vendant des produits qu'ils ont fabriqués pour les outlets. Et c'est très bien, sûrement très bien, mais ça ne fait pas des stratégies de marque ni des grands groupes de luxe. Et c'est pour ça que les groupes de luxe sont français, essentiellement. Donc, pour répondre à ta question, en Angleterre et aux États-Unis, il y a des soldes tout le temps. Et les Américains, sauf peut-être à New York, quand ils veulent certaines marques bien précises, ne sont pas prêts à attendre 15 jours, parce que nous avons un délai de livraison qui est long. Je peux t'expliquer pourquoi. Dans le modèle d'origine, c'est parce qu'on vend les produits avant de les avoir, donc le temps de les faire venir et de les livrer, ça prend à peu près 15 jours. Alors maintenant, on a des façons d'avoir soit les produits ou d'anticiper, de les pré-réceptionner pour diminuer ce délai de livraison. Mais en tout cas, à l'époque, quand on a lancé l'Amérique, il n'y a pas d'Américains qui sont prêts à attendre 15 jours, alors qu'ils pensent tout avoir le lendemain, avec un discount sur un produit de marque. Tandis qu'en Europe, et surtout dans les pays latins, en Espagne, en Italie, au Brésil, on est au Brésil et un site qui marche très 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 bien, en France, les gens sont prêts à attendre un peu pour avoir un discount fort et véridique sur un produit de marque de la collection en cours ou surtout de l'année précédente. Donc, on a arrêté l'Angleterre. L'Angleterre est un pays B2B, c'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de marques qu'on achète en Angleterre. Le Brexit faisait que, franchement, les complications à venir sur expédier des produits en Angleterre, les récupérer, etc., a fait qu'on a préféré arrêter l'Angleterre. Et tu me parles d'un autre pays anglo-saxon qui s'appelle l'Allemagne, parce que c'est un pays aussi anglo-saxon dans lequel les taux de retour sont de 50%, et donc c'est extrêmement compliqué. On est toujours ouvert en Allemagne, c'est 82 millions d'habitants, c'est un gros marché, et les sites internet. Là, c'est lié à leur culture de la vente à distance, c'est ça ? Bah oui, donc ça veut dire que nous, on passe notre vie à négocier des stocks et à faire en sorte d'avoir ces stocks, c'est le Graal d'aller chercher ces stocks, et puis l'Allemand, il t'en rend 50%, et comme tu vas pas le remettre dans ton stock, puisque ta vente, elle est finie, puisque nous faisons des ventes événementielles, donc c'est un peu paradoxal. Donc c'est vrai que on est ouvert en Allemagne, on fait 100 ou 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas notre... Et si on veut être européen, je vois pas comment on peut ne pas être ouvert en Allemagne, mais ce n'est pas notre stratégie de croissance principale. Je le disais, on a des questions de nos partenaires. Juste pour, comme ça on boucle là-dessus, le top 3 des pays pour vente privée, pour VP. Le top 3, c'est France. Aujourd'hui, la France, sur le groupe, si je compte le Brésil, on a vendu le Mexique l'année dernière, c'est 55% du chiffre d'affaires. Donc c'est très gros, mais j'avais dit que je voulais faire un groupe dans lequel on faisait 50-50 France et reste du monde. On y est quasiment. Ensuite, c'est l'Espagne. Et ensuite, c'est l'Italie et la Belgique. Alors du coup, le Brésil, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'ambition, c'est pas 90-10 ? Non, je pense que ça va être très difficile parce que la marque, et ça c'est pour répondre aussi à ta question tout à l'heure Olivier, ce qu'on a créé au niveau de cette marque, comment on l'a fait connaître, c'est assez atypique. On n'a jamais fait de pub, c'était une pub, mais en fait c'est pas vrai, on faisait une pub en résonance, des entrepôts roses sur le bord de l'autoroute, ma relation avec Marc et Xavier sur créer une école, s'approprier ce qu'on avait fait avec les startups en une minute. Donc on a l'art contemporain, on a fait une pub en résonance
résonance. Quand on a fait la musique sur VP, c'était de la pub en fait. À la base, l'entertainment chez VP, ça a démarré avec Alain Chamfort, c'était de la résonance. Donc c'est comme ça qu'on a fait qu'on s'est fait connaître. Et on n'a pas fait ça ni en Espagne, ni en Italie, ni en Allemagne. Pourquoi ? Pas duplicable ? Ou c'est une question de réseau, d'écosystème ? Moi, quand j'allais en Italie, qui s'intéressait à moi ? Les journalistes et éventuellement les patrons des marques. Mais les Italiens, ils s'en fichent qu'un Français vienne leur expliquer qu'on a une réussite sur un modèle bien précis en France. Pareil pour les Allemands, pareil pour les Espagnols. Chacun est assez chauvin avec ses propres réussites. Donc, il aurait fallu mettre des entrepôts roses sur le bord de Milan, etc. On ne l'a pas fait. Donc, la France absorbait énormément tous les stocks qui venaient de toute l'Europe. Et ça aurait pu être dangereux d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, on faisait 90% en France et 10% dans le reste. Alors que le reste contribuait à la croissance française en termes de tous les stocks que ça nous apportait. Et c'est là où, pour étaler quand même le risque et faire une croissance un peu plus équilibrée, on a fait des acquisitions, puisque de façon organique, on n'y arrivait pas. Pour équilibrer, nous, de notre côté, un peu mieux l'origine des questions, c'est vrai qu'on s'est pris la plus grande part du gâteau pour le moment avec Olivier, mais on a des partenaires qui ont des questions pour toi. Et en l'occurrence, Olivier les citait tout à l'heure, on a Géraldine Russel, qui est journaliste chez Madines, qui a une question pour toi. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour, voici ma question. Avec une création en 2001, vous faites partie des plus anciennes scale-up du Next 40. Est-ce que vous estimez avoir un rôle structurant au sein de l'écosystème, devoir soutenir les entreprises et innovations les plus récentes, et comment ? Alors, notre premier rôle, c'est d'abord de faire la liquidité du stock des marques. Ça, c'est quand même, c'est vraiment notre rôle B2B. C'est transformer des actifs en fin de vie par un chèque, un virement, du cash qui permettent aux marques, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé pendant les lockdowns. Franchement, il y a des marques qui ne vendaient plus. Certaines n'avaient pas de réseau internet ou faisaient très très peu sur le digital, et heureusement qu'on faisait des ventes pour leur permettre de payer leurs salariés et leurs loyers et leur future production. Ensuite, par rapport à l'écosystème, évidemment, il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase où, parce que j'avais très bien gagné ma vie dans ce métier, je me suis dit c'est extrêmement important. Puis j'ai rencontré pas des investisseurs, des entrepreneurs qui redonnaient une partie de ce qu'ils avaient gagné, comme Xavier Niel, il fait ça, et Marc le faisait avec Jarena, et Xavier le fait toujours. Et je suis rentré dans des financements de plein de sociétés, et je trouvais que c'était un impôt social normal, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a filé 20 000 francs quand j'ai voulu monter ma boîte, que j'avais 22 ans, et je trouvais que c'était normal de faire ça. Je l'ai fait sur des sommes qui finalement au total sont assez importantes, et puis je me suis rendu compte que faire du seed et rentrer dans les boîtes, à chaque fois que je le faisais, finalement, j'allais pas travailler vraiment avec les boîtes, j'étais pas assez proche. Puis on cherche un peu plus que de l'argent. Ouais, franchement, j'étais super occupé avec VP, et donc j'avais peu de temps à consacrer à donner quelques conseils, répondre à trop de mails, etc. Donc j'ai trouvé que finalement, à un moment donné, j'ai arrêté de faire ça. Personnellement. Alors bien sûr, je peux le faire encore, etc. Et ça peut arriver. Donc qu'est-ce que on a fait ? On est allé monter notre cellule d'innovation. On a eu une innovation importante chez VP, et on est allé chez Station F faire un incubateur dans lequel notre rôle c'était de promouvoir les sociétés qui trouvaient des solutions pour la distribution, le commerce électronique. En B2B principalement. B2B principalement. Et donc, ça a été un vrai succès, et on a intégré des entreprises, parce que se confronter à la puissance de VP en termes de volume, pour une société, c'est quand même vachement intéressant, parce c'est des A/B tests en réel, quoi. Et on a racheté des entreprises comme ça, et on a donc une cellule de veille qui aujourd'hui, c'est comment VP
peut en permanence, on a toujours besoin de nouveaux outils, peut en permanence regarder quelles sont les startups qui vont lui permettre d'aller plus vite plutôt que de développer en interne, sans avoir parfois les compétences, des nouveaux outils qu'on peut implémenter pour rendre la vie de nos marques et de nos membres plus facile. Et tu n'as pas du tout envie donc je comprends bien cette démarche-là, tu n'as jamais eu envie de créer un fonds d'investissement, parce que quand tu cites Marc Simoncini ou Xavier Niel, c'est pas juste, c'est évidemment leur argent, mais c'est à travers une structure qui est du coup assez organisée, dans laquelle ils délèguent éventuellement avec des gestionnaires, etc. C'est pas un sujet qui t'intéresse ? Je l'ai fait au travers de ma holding et j'ai plein de participations dans des dizaines de boîtes, avec plus ou moins de réussite. Un petit chouchou ? Plutôt... non, mais un petit chouchou. Mon plus gros investissement dans ma vie par VP, c'est de Vialet quand même. Hein. De Vialet avec Marc, Xavier et le groupe. Pour le coup, c'est de la bonne résonance. C'est juste sur le son, quoi. Ouais. Quand on a écouté le son de Vialet. Moi, je suis client de Vialet, donc oui, de Vialet. Raphaël confirme derrière et Franck qui dirige aujourd'hui de Vialet, vraiment c'est une pépite qu'il a en main, et les fondateurs de Vialet ont créé une entreprise fantastique. Maintenant faut la développer, tout est là, quoi. Tu évoquais Jacques-Antoine tout à l'heure dans ta première réponse à Géraldine de Madines, toutes ces marques qui pendant le lockdown n'ont pas pu se développer sur Internet. Donc on va passer d'un média à l'autre, de Madines au journal La Tribune, avec une question. On aurait peut-être pu envoyer notre petit générique sur le confinement, parce que finalement on rentre dans cette période-là et c'est intéressant d'avoir le point de vue. Tu vois, je te fais faire des allers-retours dans les jingles. Dans tous les ans. Écoute, si tu veux, je mets le jingle et on enchaîne avec, parce que le temps file, on enchaîne avec la question de Philippe Mabille, le directeur de la rédaction de La Tribune. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Donc, bienvenue dans notre rubrique Confiné, mais pas confit. Et la question de Philippe Mabille maintenant. Vous avez un message. Bonjour Jacques-Antoine Grandjean. Le commerce physique a beaucoup souffert pendant le deuxième confinement à cause d'un débat notamment sur la réouverture des commerces de centre-ville par rapport aux supermarchés, la concurrence des plateformes. Le gouvernement a prévu des aides, notamment pour que les commerces de centre-ville puissent se digitaliser, mais il les accuse un très grave retard en la matière. Qu'est-ce que vous pourriez proposer pour accélérer dans la perspective de possibles nouvelles crises et d'une concurrence d'autant plus frontale à l'avenir avec le e-commerce que les habitudes ont été prises, donc pour protéger les commerces de centre-ville, pour les aider à se développer et peut-être à se digitaliser de façon plus importante? Est-ce que des plateformes de e-commerce locales avec des logistiques de circuits courts vous paraissent des solutions à étudier? Merci beaucoup. C'est vraiment une vaste question. Alors, je vais répondre en deux parties. La première partie, c'est par rapport à VP. Mais nous, on est des soldeurs digitaux. C'est-à-dire que nous, on travaille qu'avec les marques, en direct avec les marques, pour leur écouler leur stock. Donc, la période du confinement était une période très importante pour les marques dans la relation avec VP et d'autres sites, bien évidemment, pour pouvoir transformer des produits qui n'étaient plus vendables en magasin, puisque les magasins étaient fermés, hein, et c'est encore le cas. Il y a eu plus de demandes de marques les marques, on parlait de survie là. Ouais. On parlait de survie. Et d'ailleurs, le confinement a généré énormément, le premier confinement a généré énormément de tensions à la logistique, et chez VP aussi, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais entre le 15 mars et le 5 avril, après, ça a commencé à se détendre, etc. Mais on ne savait pas dans quel monde on allait, et si les entreprises allaient pouvoir même avoir la logistique encore ouverte. Donc moi, je peux vous dire que mars était un mois très violent. On était à deux doigts de basculer dans c'est fermé, et là, c'est fini. Donc ça c'est la première chose. Donc moi je le dis clairement, c'est la deuxième partie de ma réponse. Je dis clairement, je ne suis pas et je l'ai toujours dit, hein, le commerce physique c'est fondamental, d'aller dans les boutiques c'est fondamental, et VP n'est en aucun cas une entreprise qui va faire en sorte que les gens ne puissent plus aller dans le physique, puisque nous vendons des produits qui
normalement ne se trouvent pas dans le physique, ou quand ils s'y trouvaient sur les marchés, ou dans des outlets, ou dans des solderies, qui ne sont en général pas en centre-ville. Donc nous n'attaquons pas les boutiques des marques qui sont leur propre réseau, et donc nous, elles nous vendent que leur stock. Alors pour ce qui concerne les commerçants, il y a des plateformes. Amazon en est une, mais il y en a d'autres. Il y a Cdiscount, il y a des places de marché, et les marques ont plein de possibilités, soit de le faire elles-mêmes, soit pour faire que leur réseau physique s'accompagne d'une offre digitale. Il y a plein de choses. Maintenant, c'est coûteux, c'est cher, c'est pas facile, c'est technique, ça demande des investissements. Et quand on m'explique que les petits commerçants vont pouvoir digitaliser leur offre, ça me fait rigoler. Et qu'on va leur donner en plus 500 € pour digitaliser leur offre, c'est pas comme ça que ça se passe. 500 €, c'est pas le prix de l'abonnement de la box sur 6 mois. Donc, tout vient de la façon dont le consommateur va percevoir une offre qui parfois aura besoin de se déplacer localement et avoir ce contact physique. Et puis, je vous le dis franchement, moi je préfère acheter un livre dans la petite librairie à côté de chez moi que chez Amazon. Mais c'est un travail pour le faire, parce que parfois la librairie est fermée, parce que parfois elle n'a pas le bouquin, et la qualité de recevoir sur un clic et sans payer le frais de transport, puisque j'ai un abonnement Amazon, comme ça je peux regarder les séries et me faire livrer un livre gratuitement, parce que c'est ça la réalité, hein, c'est du dumping absolu. Mais on a moins de découvertes de livres qu'on n'était pas venu acheter. Donc, il y a eu cette explosion de ce commerce digital. Et moi, je suis extrêmement optimiste, malgré les difficultés. Alors, on ne parle plus de difficultés, puisqu'ils sont fermés. On ferme les magasins. C'est quand même terrible. C'est plus des difficultés, c'est des drames. Je suis quand même confiant sur le fait que l'humain, si on lui donne le choix entre physique et digital, eh ben, son cœur balancera selon ses désirs, son calendrier, son emploi du temps, la praticité, etc. Moi, je suis pour ça. Donc, je suis pour un commerce qui se réinvente, un commerce physique qui se réinvente, plutôt que de dire « Oh, la solution, c'est de faire du digital quand vous êtes une boutique dans une ville de province. » Parce que ça, j'y crois pas. Moi, je me pose quelques questions du coup sur les conséquences de ce confinement et de cette crise. C'est un peu aussi le regard sociétal de Jacques-Antoine Grandjean qui peut nous intéresser. Est-ce que tu crois que ça modifie du coup dans des comportements de consommation, peut-être même pour VP, le rapport des marques à la consommation? Est-ce que par exemple il y a des nouvelles marques que tu n'avais jamais convaincu de venir sur VP qui ont franchi le pas du fait de cette crise, et des nouveaux comportements que tu vois émerger dans le commerce, la complémentarité physique, digitale, etc. Il y a plusieurs questions dans ta question, parce que oui, il y a des marques qui étaient tellement exsangues puisqu'elles n'avaient pas de point de vente, qu'elles ont eu recours à tous ceux qui leur permettaient de faire des offres digitales pour pouvoir faire entrer de l'argent et se libérer de stock, et pour pouvoir payer leurs collaborateurs. Donc oui, il y a eu ça. Et puis il y a des marques qui, même en faisant ça, n'ont pas tenu. Le groupe Kidilis qui est en faillite, la marque Catimini, moi c'est la première marque que j'allais acheter avec Julien à Cholet il y a 35 ans. On faisait l'aller-retour dans la journée pour acheter les stocks. Ce sont des drames qui sont en train de se vivre au niveau des marques qui vont disparaître et qui sont dans une grande souffrance. Est-ce que une consommation plus responsable, évidemment, on le veut tous, une consommation plus responsable, et les marques travaillent beaucoup sur le recycle, Je me permets de te couper pour te permettre de poursuivre, mais en fait, comme ça, on va pas préempter complètement. On avait une question de quelqu'un que tu connais bien, c'est une question surprise. Alors, je crois qu'il se présente, donc pas besoin de nous dire qui il est, mais ça permettra de compléter tout en ayant passé sa question. On l'écoute. Vous avez un message. Salut Jacques-Antoine, c'est Lancelot de chez Scalia. J'espère que tu vas bien. Ma question aujourd'hui, elle sera dans l'air du temps évidemment. En faisant partie des leaders du retail européen, qu'on le veuille ou non, VP a une responsabilité environnementale. Du coup, avec ta casquette de chef d'entreprise, quelles sont les initiatives écologiques prises au niveau du groupe? Et avec ta casquette d'investisseur, est-ce qu'il y a suffisamment de projets Green Tech appliqués au retail qui te sont proposés à ton goût?
Alors, avec la casquette... Scalia, c'est une entreprise qu'on a incubée et qui aujourd'hui est une société qui nous sert à faire énormément de progrès dans la production de nos ventes. Super jolie boîte. Nous, on est au bout de la chaîne industrielle. D'accord ? On est au bout de la chaîne industrielle. On ne fabrique pas de produits. Donc les marques sont responsables des produits qu'elles fabriquent. Et si elles s'en fabriquent trop ou si elles n'ont pas vendu assez, on est là pour faire leur liquidité. C'est ça notre métier. Il n'y a pas de vérité comme Amazon d'avoir votre propre marque Basics, par exemple. Non. On a eu un studio. J'avais développé un projet dans lequel on allait fabriquer des produits de mode, etc., des basiques qu'on n'avait pas assez souvent sur VP. On a arrêté ce projet. Ce n'est pas notre projet. Nous, c'est prix barré, parce que le prix barré, c'est le prix de référence de la marque. Et nous, on vend une décote parce qu'il y a un stock à vendre, à liquider. Donc, les marques sont responsables de fabriquer leurs produits. Nous, en tant que dernier industriel pour gérer les invendus, on a un projet dont on va avoir une première vente très bientôt, mais je ne peux pas vous le dévoiler là, qui permet de faire en sorte que les produits qui sont en deuxième choix ou qui ont déjà, ça existe déjà chez VP avec les produits en return, on puisse les absorber sans qu'ils aient des trajets, sans qu'ils repartent dans les entrepôts des marques, mais qu'ils puissent s'échanger ou qu'ils soient recyclés, reconditionnés. On a un projet, mais un projet secret, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Et la première vente va être normalement en décembre. Et c'est extrêmement proche des marques. Et ça correspond. Non, c'est dommage, mais là. C'est demain, je disais, mais c'est dommage aussi. c'est tout. Mais voilà, on est conscient que en fait, les marques sont très très demandeuses de comment on va pouvoir les aider sur des produits recyclés et autre chose. Et on a un projet qui est en train de se mettre en place et qui est extrêmement prometteur. Olivier, en fait, j'ai pas permis à Jacques-Antoine de poursuivre sa réponse complètement à ta question, parce qu'en fait, j'avais en tête la question que voulait poser à Jacques-Antoine un autre de nos partenaires, qu'on voulait passer dans notre thématique d'après, le monde d'après. Vous commenciez à aborder ces sujets, qu'est-ce qui va changer, donc je propose... On peut s'amuser à lancer le générique du monde d'après. Exactement. I have a dream. Donc, nouveau comportement. Tu vois, on s'amuse beaucoup Olivier, avec nos jingles. Voilà. Donc là, c'est I have a dream. C'est vrai le président Macron nous l'a dit aussi, le jour d'après sera plus forcément pareil que le jour d'avant. Alors, c'est des questions au-delà de la philosophie, etc. Il y a le rapport à la société, au monde du travail, au monde de la consommation. Et tu as déjà largement commencé à en parler. Donc, tu voulais lancer une question en plus, peut-être, oui, Thomas ? Laurent Garret qui va permettre à Jacques-Antoine de compléter. Et donc, moi, j'en aurai d'autres aussi sur ce monde d'après. Tout à fait. Le patron de Neuflis OBC, on l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Jacques-Antoine. En créant Vente Privée en 2001, vous vous êtes lancé, comme vous le disiez à l'époque, dans le métier de soldeur digital. Beaucoup à l'époque ne donnaient pas cher de votre aventure de déstockeur de grandes marques. Vous avez prouvé que c'était possible et votre réussite aujourd'hui est un véritable cas d'école. Alors ma question est la suivante. Dans le monde d'après Covid, comment envisagez-vous l'avenir du métier de déstockeur alors que de plus en plus d'acheteurs veulent consommer moins et mieux ? Est-ce que VP devra faire évoluer son business model à l'avenir ? C'est ma question. Merci. Là, je pense qu'on arrivera à compléter Oui, c'est une vraie question stratégique importante parce que justement, dans cette année de confinement 2020, dans lesquelles VP a été très important pour le déstockage des marques, les marques ont moins de stock l'année prochaine, puisque d'abord elles ont certainement moins produit, il y en a qui vont disparaître, et donc oui, pour VP, est-ce que 2021 aura la même manne de stock qui était pas normale parce que justement les marques avaient besoin plus de nous? J'en suis pas sûr.
Donc je pense que le premier semestre, les marques ont encore du stock, mais je pense qu'on aura certainement un effet de baisse des volumes de stock. Et là, on peut rien y faire, hein. C'est comme le voyage. Nous, on vend le voyage de tour opérateurs qui passent par VP pour déstocker des nuits, des heures d'avion, des packages qu'elles ont pas vendus. Là, c'est pareil. Donc, quand il y a plus de stock, notre activité diminue. Donc, l'importance pour la boîte, pour répondre aux banquiers qui me posent la question, c'est de se mettre en position très agile pour avoir une boîte qui soit capable d'être profitable si son chiffre d'affaires baisse. D'ailleurs, nous avons prévu en 2021 de ne pas avoir le même chiffre d'affaires qu'en 2020. Donc ça, on l'a prévu, c'est dans le budget qu'on est en train d'établir. Le chiffre d'affaires de 2021 sera certainement moins important que 2020. Pour quelle raison ? Parce qu'il y aura moins de stock. C'est simple à comprendre. Hein. Et à l'avenir... Il y avait aussi cette question des acheteurs et de leurs attentes. Alors, oui, mais à l'avenir... Alors les sujets macroéconomiques sur les attentes des acheteurs, je m'en méfie beaucoup parce que les acheteurs, c'est les consommateurs ont la mémoire courte, c'est vrai que tout le monde veut faire attention d'où viennent les produits, d'où vient ci, etc. Et puis après au moment d'acheter, il y a l'égoïsme qui se met en place. Et donc bien évidemment, ça peut choquer que je dise ça, mais les jeunes veulent du Vinted, veulent récupérer le second choix, on veut savoir où Nike fabrique ses chaussures. Oui, on est d'accord avec tout ça, c'est la tendance de fond forte. Après, la réalité, c'est que y a des consommateurs, si les marques sont désirables, ils les veulent. Et alors, bien sûr, elles vont mettre en avant qu'elles sont écolos, qu'elles fabriquent au bon endroit, qu'elles reviennent fabriquer en France, qu'elles utilisent du caoutchouc recyclé quand elles font de chaussures. Super! Mais donc, il y aura toujours à ce moment-là des marques qui feront rêver les gens et qui continueront. Ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut ne pas aimer les marques. Hein. Moi, je respecte les gens qui disent les marques, on s'en fout. Mais les marques, c'est la créativité, c'est la mode, ça existe, c'est l'histoire. C'est d'ailleurs toutes ces jeunes marques qui arrivent, c'est des jeunes qui vont les vendre sur Internet et qui racontent des histoires. C'est ça les marques. On ne peut pas faire ce métier on peut pas faire ce métier si on n'aime pas les marques. Hein. Et donc les marques, c'est la créativité. Mais quand même, quand tu dis finalement, d'une certaine manière, que les consommateurs auront la mémoire courte, c'est-à-dire que les sujets équitables ou bio, etc., sont, dans ton discours, en tous les cas, bien en retrait par rapport à la bonne affaire ou par rapport à l'attrait de la marque. Ce que je dis, c'est que les marques vont répondre à cette demande elles-mêmes. D'accord. Et que moi, ça n'aura pas d'impact sur normalement les stocks quand la vie sera revenue normale. Donc c'est pour ça que le projet, c'est une demande extrêmement forte. Qu'est-ce qu'elles veulent les marques ? On parle à 7000 marques, on sait ce qu'elles veulent. Hein. Elles veulent faire du chiffre d'affaires, donc des ventes. Donc si notre service leur apporte des ventes incrémentales parce qu'on apporte du trafic chez elles, etc., elles sont contentes. Elles veulent de la data. Elles veulent savoir à qui elles vendent et pourquoi ils viennent chez elles, etc. Et comment elles vont avoir plus de data. Nous, on a une data incroyable, une data qualifiée, etc. Tant qu'elle est RGPD compliant, on peut la fournir aux marques. Et qu'est-ce qu'elles veulent ? C'est trouver des solutions à ce mouvement de fond très fort qui est regardons comment on consomme. La seule chose que j'ai dit, c'est que la consommation ne va pas s'arrêter. Les gens vont apprécier que des grandes marques de sport fassent des chaussures avec des produits qui soient peut-être plus du cuir ou qui soient des produits végétaux, etc. Ça, c'est la tendance de fond. Mais ça générera des stocks et donc VP répond juste à l'écoulement de ces stocks-là. Voilà, ça c'est... Oui, mais tu pourrais dire que vous faites aussi peut-être parfois des choix éditoriaux, de mettre en avant certains critères de consommation qui peuvent être le bio, l'équitable, etc. Parce que c'est la tendance ou parce que tu as envie d'infléchir, ou peut-être que c'est pas ton rôle, hein, mais tu pourrais avoir. Bien sûr, ça fait partie de la tendance qu'il y a sur VP. Par exemple, il n'y a pas de fourrure sur VP. Parfois, il peut y avoir une vente où un col de fourrure va nous échapper, etc. Mais il n'y a pas de fourrure depuis 10 ans sur VP. Donc quand il y en a, c'est un accident et si je le vois, je suis pas content. N'ayez pas des milliers d'appels en disant c'est pas vrai, il ment. S'il y en a, c'est qu'il y a eu une erreur parce que normalement il n'y a pas de fourrure chez VP. Donc ça fait pas 10 ans que ton engagement, dont on a entendu parler récemment dans les médias pour la protection des animaux, c'est pas né récemment. Ah non, c'est pas né récemment. C'est pas né de moi dans mon cerveau. C'est ma femme qui était complètement contre le fait de vendre des fourrures sur VP et plein d'autres produits. Donc on fait extrêmement attention.
Maintenant, on est un site de déstockage B2B et ça peut arriver qu'il y ait encore de l'angora dans certaines collections et on essaye de les enlever, etc. Bien évidemment. Il y a des milliers de questions qu'on aurait aimé te poser encore sur VP. Elles viendront peut-être quand même à travers ton parcours personnel, mais ce qu'on aime beaucoup avec Olivier, c'est de découvrir l'homme ou la femme derrière la boîte. Je vous propose donc de passer au second épisode de cette même émission, 40 nuances de Jacques-Antoine Grandjean, dans quelques instants. 40 nuances de Next. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.